journal. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Mais avant tout, place au grand titre de l'actualité de ce mercredi 26 octobre 2022. Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC à l'issue de travaux de la deuxième session extraordinaire tenue mardi 25 octobre à la Cité de l'Union africaine, a été désigné médiateur et facilitateur du processus de la transition au Tchad. Les dégâts de la pluie du lundi 24 octobre dernier à Kinshasa ont affecté le travaux de réhabilitation de la route Pierre-Elenguessa à la jonction avec l'avenue Bypass. En conséquence, le ministère des Infrastructures prévoit le curage des caniveaux de la capitale. Pré-COP 27, 50 ONG sont en atelier à Kinshasa pour définir un plaidoyer commun à présenter au gouvernement en vue de défendre les intérêts de populations locales à la COP 27 en Égypte. Bonsoir, ouvrons cette édition par la CAC. La deuxième session extraordinaire s'est clôturée hier mardi 25 octobre à la Cité de l'Union africaine, initiée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CAC. Cette session consacrée exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. C'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a été désigné médiateur et facilitateur de la CEAC en vue d'accompagner les processus politiques du Tchad. Suivez ce reportage de Guy Ilunga. À l'issue des travaux qui ont conclu la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, tenue le mardi 25 octobre 2022 à Kinshasa, les représentants des 11 pays membres avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont désigné l'actuel président en exercice de la CEAC, à savoir Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, facilitateur et médiateur de la crise qui prévaut au Tchad. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances. Félix Tshisekedi, en tant que facilitateur et médiateur, aura pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties en conflit. Il sera appuyé dans son rôle par deux personnalités, dont le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga et le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedad Verissimo. Le président de la commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Rappelons que l'on a noté à ces assises les présences remarquables des présidents Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Mahamat Idriss Déby du Tchad et des chefs de gouvernement dont Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, Premier ministre du Gabon, tous déterminés d'accompagner le processus de la transition tchadienne jusqu'à bon port, en renfort du médiateur désigné Félix Tshisekedi Tshilombo qui fait honneur à la RDC d'être chargé enfin d'encadrer à son tour un conflit. Tout à fait autre chose, la lutte contre les antivaleurs dans le sous-secteur de l'enseignement primaire était au centre des échanges entre les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques et les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba Kazadi a exhorté les participants à ces assises pour la pérennisation et la consolidation de cette réforme de l'enseignement primaire, programme phare du programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un reportage de Martin Kaimbi.
Le centre catholique Nganda a servi de cadre pour une concertation entre la coordination des écoles catholiques et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, en présence du président de la CENCO et de la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne. Objectif poursuivi, engager le responsable des écoles conventionnées catholiques dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'enseignement ainsi que dans la pérennisation et la consolidation de la réforme de l'enseignant primaire, programme phare de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tony Mwaba a salué la présence de tous les participants venus de tous les coins du pays et rappelé le cadre dans lequel ces assises ont été convoquées. C'est ce qui justifie que nous sommes vraiment dans la réforme. Les résistances ne sont pas structurelles, elles sont conjoncturelles et liées juste à certaines personnes qui avaient fait du secteur un secteur marchand qui résiste, mais la gratuité aujourd'hui, contrairement à l'année passée, ou contrairement aux années où on a décrété celle-ci, aujourd'hui la gratuité marche, même dans les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, comme on fait l'évaluation, tous les coordinateurs provinciaux catholiques sont invités à Kinshasa. Effectivement, c'est pour faire l'évaluation. L'évaluation suppose mettre en exergue également toutes les difficultés auxquelles on est confronté, même les résistances, parce que dans certaines écoles aussi, il y a cette question des ventes des uniformes, de la perception, il y a 2 sur 10. Et là, lorsqu'il faut dégager un tel pourcentage, c'est une réussite, mais nous sommes également là pour effectivement pointer du doigt ces difficultés-là et monter encore des mécanismes pour la réussite totale de cette réforme, même dans les écoles, dans toutes les écoles conventionnées catholiques. Sans se jeter dans l'autosatisfaction, Tony Mwaba a fait observer qu'il reste encore des efforts à fournir pour maintenir le cap. Dans un autre registre, l'association de correspondants de la presse internationale en RDC, ACPI, a prétendu qu'un de ses membres, le journaliste Steve Wemby, serait arrêté par les services de sécurité et porté disparu depuis le lundi 24 octobre dans la soirée au centre-ville alors qu'il provenait du debriefing du ministre des Médias au studio Maman Ngebi de la RTNC. Réagissant à cette information, le ministre Patrick Muyaya a démenti et défini les attentes du gouvernement dans le contexte actuel d'agression du M23. Élément de reportage suivi. Les rumeurs à travers les réseaux sociaux avec quelques témoignages de certains journalistes ont amplifié la nouvelle selon laquelle un journaliste aurait été appréhendé par les services de sécurité. Par la suite, au regard des faits révélateurs, la situation présente que le journaliste Steve Wemby dont il est question n'a pas été interpellé, mais qui se serait mis en clandestinité pour des motifs liés à sa sécurité. Version que le ministre des Médias a prise au compte de raison. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. En tout cas, j'ai pris depuis hier mon téléphone pour vérifier, dit qu'il est en clandestinité. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse. C'est ainsi que l'association des correspondants de la presse internationale en RDC, ACPI, dont fait partie Steve Wemby, a alerté l'opinion nationale et celle internationale pour attirer l'attention avant tout et non en raison des motifs réels. Steve Wemby, correspondant des médias internationaux pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, aurait sans doute manqué à certaines exigences déontologiques du métier. Nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez que une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Ici, c'est l'occasion d'inviter le professionnel de médias à se référer à la directive qu'avait fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au début de la reprise de cette crise. Tout le monde sait la tension qui règne au sujet de l'Est du pays. D'ailleurs, le même jour, dans son débriefing à la presse, alors que le journaliste concerné y était, le ministre des Médias Patrick Muyaya avait appelé la presse à tenir le front médiatique et à éviter de faire le jeu de l'ennemi. Rappelons néanmoins que la RDC occupe
Au classement mondial de la liberté de la presse établi par l'Organisation de défense des journalistes Reporters sans frontières, la 125e place sur 180. Parlons environnement à présent. En prélude de la COP27, environ 50 organisations de la société civile de la RDC sont réunies en atelier pour définir un plaidoyer commun sur l'énergie et les climats dans le bassin du Congo en faveur de communautés locales tenant compte du contexte pays solution. Pendant 3 jours, soit du mardi 25 octobre à jeudi 27 octobre, la société civile va parvenir à dégager un plaidoyer à soumettre au gouvernement pour être présenté à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat sous la présidence de l'Égypte. Regardez. Pendant 3 jours, soit du 25 au 27 octobre courant, 50 organisations de la société civile de la RDC sont réunies en atelier pour définir un plaidoyer commun sur l'énergie et le climat dans le bassin du Congo. Cela en faveur des communautés locales tenant du contexte que notre pays est le pays solution. Ce plaidoyer sera soumis au gouvernement afin d'être présenté à la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP27 en Égypte. Cette conférence de Sharm el-Sheikh est en fait une opportunité unique à plusieurs niveaux. Une cagnotte d'au moins 100 milliards de dollars est prévue de la part des pays pollueurs de la planète, c'est-à-dire les pays riches, en faveur des pays les moins pollueurs et ressources pour sauver l'humanité du réchauffement climatique, c'est-à-dire les pays africains. Pour le cas de la RDC, la société civile tient à proposer au gouvernement des résolutions qui respectent les intérêts et les avis des populations locales, liées à l'utilisation du bois énergie ou charbon de bois. D'où il faudrait nécessairement des bonnes alternatives à ces populations pour sortir de la dépendance qui consiste à accélérer la déforestation avec le charbon de bois. Les dégâts de la pluie du lundi 24 octobre ont beaucoup causé d'avaries dans la ville. Les infrastructures ont le plus souffert de ces intempéries. À la jonction des avenues Pierre Elenguessa et Bypass, le directeur d'une école sinistrée et l'ingénieur du chantier routier figurent parmi les sinistrés. Retour sur quelques cas suivis. L'espoir qui prend place dans le chef des habitants des environs qui attendaient impatiemment le finissage des travaux de réhabilitation de la route Elenguessa. Route qui devrait désenclaver plus de 5 communes qu'elle traverse. Au niveau de la commune de Makala, le tronçon qui débouche sur Bypass a été endommagé par les eaux de pluie du lundi dernier. Un ingénieur civil interpellé s'en exprime. Beaucoup de projets, dans plusieurs de projets que nous réalisons sur le terrain, il y a toujours faute de moyens et puis le temps aussi par rapport aux travaux que nous sommes rencontrés sur ça sur le terrain. Donc il y a beaucoup de travaux qui n'étaient pas vraiment prévus dans les devis, mais sur le terrain nous sommes obligés de pallier à ça. On ne peut pas laisser ça derrière nous comme ça partir. Donc il y a des murs de soutènement que vous voyez de part et d'autre que nous sommes en train de construire. Mais dans les devis, ils n'étaient pas là. Donc on est obligé de pallier à ça. Et tout ça, ce qui fait que nous sommes un peu légèrement en retard par rapport à notre projet. Juste à côté, c'est le cas de l'école Mwinda, dont la cour, en partie emportée, semble n'attendre qu'une autre pluie de plus pour qu'elle s'écroule. Le directeur de l'école s'est alarmé. Cette érosion vraiment veut causer du tort dans notre école. Même hier, on a eu un problème pour faire sortir les enfants. Les parents venaient en désordre pour faire sortir leurs enfants sous la pluie, en voyant les dangers qui est maintenant tout près de notre école. C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais de faire la pression à la société à qui il s'est contracté de vouloir vite finir ces travaux. Selon les avis récoltés, c'est la lenteur dans l'exécution des travaux qui serait à la base de ces dégâts, car les 10 travaux, suivant le calendrier prévu, devraient déjà être finis avant l'annonce des pluies. Qui ne craignent pas, donc on avait commencé, au départ eux-mêmes disaient que non, il faut laisser les Chinois et les Japonais venir travailler. Mais tout ça que vous avez vu là, sont des Congolais comme nous. On va trouver des solutions pour ça et puis ils seront satisfaits. Finalement, l'entreprise commise à l'exécution des travaux en appelle à la population. Elle lui demande du calme et promet de relancer les travaux dans un bref délai.
Dans le même registre, prenons cette brève après le dégât de pluie du lundi 24 octobre dernier. Le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, annonce le curage de caniveaux dans les prochaines heures. Cette décision fait suite aux dégâts enregistrés dans plusieurs communes de Kinshasa. Le service rattaché à ces ministères ont pris part à cette réunion d'urgence convoquée par le ministre Guissaro Alexis. Ces travaux devront s'effectuer dans toutes les principales artères de la ville-province de Kinshasa. En sport, le ministre de Sport et Loisirs, Serge Nkondé, a relancé le mardi 25 octobre 2022 le travaux des parachèvements d'installation de sièges au niveau supérieur du stade des Martyrs. Au total, 180 000 sièges vont s'ajouter aux 30 000 déjà installés en attendant le lot prochain qui arrivera progressivement. Muriel Monsa pour le reportage. Ce n'est pas un technicien, c'est bel et bien le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, qui fait office de technicien afin de poser symboliquement une chaise au stade des Martyrs en guise des relances du travail de pose de chaise sur le gradin supérieur du stade des Martyrs. Objectif, rendre ces temples omnisports au niveau des standards internationaux. Nous sommes venus lancer les travaux de la continuité de ce chantier du stade des Martyrs. Comme vous le savez, on avait placé plus ou moins 30 000 au premier gradin. Il était question qu'on habite tout le stade. C'est un stade qui avait été conçu pour 80 000 places assises. Alors il nous restait plus ou moins 50 000 chaises à fixer au gradin supérieur. Déjà un lot de 18 000 chaises sont arrivées à Kinshasa pour s'ajouter aux 30 000 sur place. Selon la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons offrir aux sportifs kinois un stade moderne, digne de la RDC. Depuis que ce stade avait été construit à l'époque de Mobutu, l'époque du Zaïre, les Chinois nous avaient laissé moins de 6 000 chaises, un stade de 80 000 places, et il n'y a aucun président qui avait songé terminer ce chantier. Notons que l'objectif principal, c'est de remplir totalement le stade de sièges appropriés. Pour la fin de travaux, ils iront jusqu'à fin novembre 2022, a rassuré le patron du sport congolais, à savoir le ministre Serge Nkondé. Place à présent à la revue de presse de journaux parue dans la ville de Kinshasa ce mercredi 26 octobre 2022, sélectionné et lu par Mégé Bibomba. Bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons le bal avec la prospérité qui écrit à sa une fausse allégation répandue par Kigali sur la réplique de FARDC face au M23. RDC, Patrick Mouyaya dénonce et lance un appel à la vigilance et interpelle la communauté internationale. Le ministre de la Communication et Médias, cité par les confrères, exhorte l'ensemble du peuple congolais à la vigilance face à l'attitude du Rwanda qui continue, à en croire les colonnes, à apporter un soutien multiforme au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il rassure que toutefois, renchérit les tabloïds, les batteries du côté gouvernement de la République sont en marche pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, quels qu'en soient les prix. Dans un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement rwandais, relayé par le quotidien, le pays de Paul Kagame accuse les FARDC d'avoir violé le mécanisme de sécurité régionaux à travers la contre-offensive du week-end dernier contre le M23. Une attitude que Patrick Mouyaya assimile à une sorte d'aveu de complicité avec ce groupe terroriste. Un communiqué mal inspiré révèle le quotidien Le Journal. Le gouvernement rwandais vient de trahir ses intentions longtemps cachées au sujet de sa paternité de l'instabilité de la RDC. Kigali qui semble répondre au pic du président congolais renseigne le journal, mais il ne s'empêche de prendre fait et cause pour le mouvement terroriste du M23. Dénonçant catégoriquement la traditionnelle rhétorique mensongère du Rwanda sur ses activités militaires sur le sol congolais, rapporte l'Avenir, le gouvernement congolais rappelle à celui du Rwanda que ses velléités interventionnistes et expansionnistes ne seront jamais tolérées. Nouvelle mission régionale pour le chef de l'État congolais, la CEAC charge Félix Tshisekedi de ramener la paix au Tchad, fait savoir
le journal dans un autre chapitre. Tout en reconnaissant la lourde responsabilité qui lui est confiée, renseigne le quotidien, le président en exercice de la CEAC a pris l'engagement de tout faire pour ramener la paix au Tchad et dans la région Afrique centrale. Après l'événement tragique du 20 octobre courant, rappelle l'avenir, l'Union africaine et la CEAC ont soutenu la première phase de la transition et salué la tenue du dialogue national inclusif et souverain, censé planter les décors institutionnels pour la tenue des élections, conclut le journal. Voilà que referme ce journal de journaux. Restez avec nous. Au revoir. Et pour finir, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Top Congo FM, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a retracé les grandes lignes concernant la reprise de combat à l'est du pays. Patrick Mouyaya a évoqué de la diplomatie à la question brûlante de la présence ou non de troupes kenyanes au Nord Kivu. La guerre n'a pas repris, mais nous assurons la défense de notre territoire parce que vous savez que nous sommes respectueux de nos engagements à l'international. Vous savez que nous avons, depuis que il y a eu la reprise des hostilités avec le M23, nous avons souscrit à 3 processus, à Luanda, à Nairobi, mais aussi à New York récemment avec le président Macron. Nous restons donc respectueux des engagements auxquels on a souscrit, mais en même temps, nous assurons la défense de l'intégrité de notre territoire parce que nous ne pouvons pas, nos forces armées ne peuvent pas rester inactives lorsque des groupes terroristes se permettent de s'aimer mort et désolation sans scrupule des populations congolaises en permettant encore des déplacements massifs. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Si Bunagana est resté figé, c'est parce que nous avions convenu. Le premier point sur lequel on s'est mis d'accord dans les différents processus, c'était la cessation des hostilités, parce qu'il y a déjà 200 à 300 000 Congolais qui sont déplacés. La situation humanitaire est grave pour ces compatriotes et que continuer dans les conflits, quelle qu'en soit l'intensité, c'est faire les drames. Évidemment, les terroristes du M23 et leurs parrains n'en ont rien à foutre, permettez l'expression, mais nous veillons à la sécurité et à la vie de chaque Congolais. Nos forces armées ont répondu plutôt aux attaques du M23. Ils ont quitté les lignes d'avant le processus et donc on ne peut pas laisser progresser d'un seul centimètre de plus sans que cela n'appelle une riposte à la mesure de nos forces armées. Et c'est ce qui est en cours. Tiré dans un objectif précis, je ne saurais pas répondre à leur place, mais ici, nous avons observé, et on le monitore depuis plusieurs semaines, il y a des mouvements, et ces mouvements ont appelé une réponse, et la réponse a été donnée. Il faut leur demander, mais ce qui est paradoxal, et c'est ce que nous disons, c'est de voir que cette fois-ci, le Rwanda n'émet même plus de gants, sans aucune gêne pour prendre fait et cause pour un groupe armé étranger dans un pays étranger. Mais quelle ingérence! Quelle ingérence! Le M23 est un mouvement terroriste congolais. L'armée congolaise s'attelle à protéger ses propres populations et c'est les Rwandais qui s'en émeut. Quelle preuve avons-nous encore besoin pour démontrer que le M23 n'existe pas, que c'est le Rwandais qui existe par ailleurs? C'est la rhétorique habituelle. C'est la rhétorique habituelle parce que en toile de fond, ce que le Rwandais souhaite, c'est que nous puissions nous asseoir et discuter avec les supplétifs des terroristes du M23. C'est à quoi on a dit non. Et je pense que la stratégie, c'est la même. Apporter plus de violence, tuer plus de population, en déplacer davantage pour nous exposer davantage vis-à-vis de notre opinion. Mais l'opinion congolaise, elle comprend les enjeux. L'opinion congolaise est rangée derrière le président de la République pour que cette aventure puisse cesser. Cette fois-ci, ça cessera une fois pour toutes. Vous conviendrez avec moi que l'une des missions de forces armées de la République démocratique du Congo, constitutionnelle d'ailleurs du reste, c'est de protéger les populations. Ne nous demandez pas de ne pas protéger nos populations parce que nous avons souscrit un processus de paix. Ici, nous ne sommes pas dans une offensive massive. Ici, nous sommes
dans la protection, parce que les lignes ont bougé, parce que les populations ont été touchées. Cela doit être bien clair. Nous engager dans un processus de paix ne signifie pas renoncer à notre mission principale, et c'est ce sur quoi les forces armées de la République démocratique du Congo se sont attelés depuis plusieurs jours, et ils les feront toujours parce qu'il est hors de question que cette position change. Nous sommes engagés dans un processus de paix, dans un processus qui prévoyait, notamment après les discussions de Nairobi, les déploiements d'une force régionale. Le Burundi l'a déjà fait dans une partie du Sud Kivu. Le Kenya devrait le faire incessamment parce que le président Ruto, vous savez, venait de prendre fonction. Il y a un temps pour former son gouvernement et sûrement des habilitations en interne, mais nous n'avons pas d'indication contraire. Les troupes kenyanes ne sont jamais arrivées. Ce qui est arrivé, c'est les matériels qui venaient, notamment pour l'état-major de la force régionale qui sera installé dans la ville de Goma. Et c'est donc ces matériels, quand il est arrivé, il y avait évidemment quelques officiers qui s'est chargés de l'amener ici. Les troupes kenyanes ne sont pas encore déployées, sinon on aurait vu par centaines, par dizaines, des troupes se déployer. Donc il faut tordre le cou à cette rumeur qui tend à alimenter et à soutenir la manipulation de ceux qui nous agressent. Nous sommes toujours, je crois que ici, il faut que je rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pour mission de protéger les populations. Et lorsque la population est menacée, notamment par le fait que les terroristes du M23 ont quitté les lignes, parce qu'il y a eu un point, lorsqu'on a décidé de la cessation des hostilités, il y avait des lignes qu'ils occupaient et des lignes qui nous occupions. Dès qu'ils quittent ces lignes, nous avons le devoir de les fixer, et ceci, d'ailleurs, dans les communiqués que nous avons faits aujourd'hui, nous rappelons que nous restons, nous, engagés dans les différents processus de paix. Les FRDC sont toujours prêts à défendre la patrie jusqu'au bout. Bon, écoutez, moi je ne voudrais pas aller dans une hypothèse comme celle-là. Il faut considérer que nous avons des défis en interne, notamment pour ce qui concerne la restructuration de l'armée. Nous avons plutôt fait beaucoup de pas. Vous avez vu que le président de la République a changé tout le haut commandement militaire. Vous avez aussi vu que le gouvernement a adopté la loi, l'ordonnance loi sur la programmation militaire, et que nous avons mis en place les dispositifs qui nous permettra d'assurer la montée en puissance de notre armée. Nous assurons la montée en puissance de notre armée pour assurer la défense de notre territoire. Nous n'avons pas une culture belliqueuse pour nous permettre de vouloir faire. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC à l'issue de travaux de la deuxième session extraordinaire tenue mardi 25 octobre à la Cité de l'Union africaine, a été désigné médiateur et facilitateur du processus de la transition au Tchad. Les dégâts de la pluie du lundi 24 octobre dernier à Kinshasa ont affecté le travaux de réhabilitation de la route Pierre-Elenguessa à la jonction avec l'avenue Bypass. En conséquence, le ministère des Infrastructures prévoit le curage des caniveaux de la capitale. Pré-COP 27, 50 ONG sont en atelier à Kinshasa pour définir un plaidoyer commun à présenter au gouvernement en vue de défendre les intérêts de populations locales à la COP 27 en Égypte. Ce journal est complètement terminé. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Au revoir.